Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le thème du coaching. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Philippe Coudol. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que le coaching? Alors la définition la plus simple que je pourrais donner, c'est que le coaching, c'est une aide pour les personnes à chercher les solutions aux questions qu'elles se posent. En fait, l'idée maîtresse du coaching, c'est que ce soit une personne, que ce soit une équipe, la seule personne qui détient la réponse, c'est la personne elle-même. Et donc le coach va l'aider à faire émerger cette réponse, parce qu'en fait on considère qu'une réponse qui vient de la personne, c'est-à-dire qui est introjectée, va être beaucoup mieux intégrée, complètement intégrée même, et donc beaucoup mieux intégrée qu'une réponse qui vient de l'extérieur, qui vient d'un consultant, qui vient d'un formateur, etc. Quand tu dis intégré, tu veux dire plus adapté à l'environnement de la personne elle-même ou de l'entreprise elle-même? Alors quand je dis intégré, non, c'est vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que, comme un apprentissage que j'aurais fait dans l'enfance. J'ai appris à lire, c'est intégré. J'ai appris à conduire, c'est intégré. D'accord. Pour aller un peu plus loin, quelle différence tu peux faire entre le coaching, le conseil, la formation et la thérapie? Alors si je devais donner une réponse technique, je dirais que ce sont des changements qui interviennent à des niveaux différents de la personne. Il y a des changements profonds, il y a des changements superficiels. Pour illustrer, je veux dire que par exemple, je peux former un manager ou un dirigeant à se comporter correctement avec ses collaborateurs, à leur dire bonjour par exemple, à les respecter. Mais ça va être un changement de surface. Ça va être quelque chose qui va appliquer dans les premières réunions qui vont suivre la formation. Et puis dès qu'il va être confronté à une difficulté, le naturel va revenir et finalement il va se recomporter comme il s'est toujours comporté. Ça, c'est la formation. La thérapie, elle va intervenir, elle, pour régler des problématiques du passé. C'est-à-dire, je suis mal dans ma peau, j'ai des peurs, j'ai des comportements irrationnels, etc. Le thérapeute va chercher dans le passé quelles sont les sources de ces difficultés et éventuellement les traiter. Il va souvent trouver les sources, il ne va pas forcément réussir à les traiter. Le coaching intervient donc à un autre niveau. J'aurais pu parler aussi du consultant. Le consultant vient donner des conseils et c'est ce qu'on va avoir par exemple dans le milieu d'entreprise, mais aussi dans le sport. Finalement, le coach sportif, c'est une sorte de consultant qui vient te dire combien de pompes tu vas devoir répéter. Dans l'entreprise, c'est pareil, il va te dire quelle solution choisir, etc. Bon. Le coach intervient un petit peu à la croisée de tout ça. C'est-à-dire que il intervient sur des changements profonds, plus profonds, pas des changements de la nature de ceux que va appliquer le thérapeute, parce que le coach intervient dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Quel problème tu rencontres? En fait, un problème, c'est quelle est la différence entre une situation que tu vis aujourd'hui et la situation que tu désirerais. Et donc, comment on peut faire ce chemin entre la situation que tu vis et la situation que tu désires. Et donc, tu vois, par rapport à la thérapie, c'est très différent. La thérapie, elle n'intervient pas sur ce passage-là. La thérapie, elle intervient sur les sources de pourquoi tu ressens un problème ici. Elle ne te dit pas quelle situation tu voudrais désirer et comment tu y vas. D'accord ? Ce que peut, d'une certaine façon, faire la formation. La formation peut essayer de t'aider à ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation va intervenir plus en surface, moins au niveau émotionnel, et du coup, tu vas moins intégrer les changements. D'accord ? Ça va être des changements d'un niveau différent. Sur quelle philosophie, vision du monde, vision de l'individu repose la démarche de coaching? Alors, il y en a plusieurs. La première qui me vient à l'esprit, c'est cette idée que l'on est dans un monde complexe. Je ne sais pas si tu connais ces théories de la complexité. On vit dans un monde complexe et chacun de nous, et notamment dans le monde de l'entreprise, qui est celui sur lequel j'interviens le plus, on vit dans un monde complexe
et on fait des choses compliquées. Faut faire la différence entre le compliqué et le complexe. La plupart d'entre nous faisons des choses compliquées. Les métiers se sont compliqués, les procédures se sont compliquées, etc. Et on fait tout ça dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Il suffit d'ouvrir un journal, la judiciarisation, la mondialisation, l'informatisation, etc. Est-ce que la complexité naît d'une plus grande interdépendance de tous les acteurs, avant qui étaient au niveau local, maintenant au niveau mondial? Tout à fait. L'accélération des processus? Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et je discutais récemment avec quelqu'un qui intervient dans le monde de la formation, justement, et au niveau international. Et on parlait de l'internationalisation. Et il y a un parallèle à faire, il y aurait un parallèle à faire intéressant entre l'internationalisation et la complexité, effectivement. Donc on fait des choses compliquées dans un monde complexe. Et la difficulté que va rencontrer l'individu, chacun d'entre nous, dans cette complication et cette complexité, c'est de garder finalement sa sérénité et de trouver du sens à ce qu'il fait. C'est devenu très difficile pour beaucoup d'individus. Et d'ailleurs, on le voit, on voit les effets que ça produit. On voit les burn-out se multiplier, ce qui est quand même pas normal. C'est pas normal que l'entreprise génère du burn-out. Qu'on soit malade de son travail. Qu'on soit malade de son travail. C'est extrêmement triste quand on y réfléchit 2 minutes, même pas 30 secondes. Et tout ça, ça naît de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le compliqué dans le complexe. Donc, une des premières philosophies sur laquelle repose le coaching, c'est comment je peux retrouver à la fois de la tranquillité intérieure, comment je peux construire mon lac intérieur ou mon temple intérieur, quelque chose de solide sur lequel je peux me reposer pour aborder cette complexité. Alors ça, c'est vrai à tous les niveaux des organisations, parce que je l'ai dit, je travaille beaucoup sur le monde de l'entreprise, mais c'est vrai à tous les niveaux de la vie en général. Et dans l'organisation, dans l'entreprise, on va trouver ça au niveau du collaborateur et forcément du cadre et du dirigeant, etc., qui subissent des pressions considérables de toutes parts. Et comment ces gens qui sont des êtres humains dans l'entreprise, comment ils font pour faire face à ça, à cette complexité. Okay. Quels sont les autres aspects de cette philosophie de coaching ? Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, cette approche de la tranquillité de l'individu dans la complexité de ce qu'il vit et la complexité du monde. Et tout ça, finalement, ça repose sur une vision de l'individu qui s'est développée dans les années 70 autour de l'école de Palo Alto, où on a parlé d'analyse transactionnelle, de PNL, de systémie, etc. Tous ces mouvements-là qui ont travaillé sur l'humain. Et qui a donné, après dans l'entreprise, la ressource humaine, etc. L'idée, c'est que la personne a en elle les ressources pour faire émerger les solutions. Ça s'applique aux personnes, ça s'applique aussi au groupe. Le groupe a en lui les ressources pour faire émerger les solutions. Ce qu'on dit aussi fréquemment, c'est que dans un groupe, par exemple, ce qui est normal, c'est que ça ne se passe pas bien, c'est qu'il y ait des tensions. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de tension dans un groupe. Et en final, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer cette idée que un groupe qui marche bien, c'est pas un groupe qui n'a pas de problème, c'est un groupe qui a des problèmes et qui sait les traiter. Voilà, ça, c'est vraiment une croyance forte du coaching. Sortir de la vision bisounours qu'on pourrait un jour atteindre dans l'entreprise, c'est une illusion et c'est même plutôt malsain. Ça n'existe pas, bisounours. Effectivement, c'est un mot qui revient souvent. Ouais, les coachs, vous êtes les bisounours. Non, pas du tout. On est confronté aux difficultés de la vie et aux difficultés relationnelles, alors après qui s'expliquent et qui sont d'ailleurs très intéressantes, mais là on rentrerait dans la thérapie, et donc je vais m'arrêter. C'est important de savoir que ça existe, mais c'est pas forcément important de le développer. Je redis cette phrase parce que je trouve qu'elle est significative. Une équipe qui marche bien, ce n'est pas une équipe qui n'a pas de problème, c'est une équipe qui a des problèmes et qui les résout. Et si on regarde, si on veut refaire le parallèle avec le sport, parce qu'il est quand même intéressant, on peut regarder le parcours de l'équipe de France de foot en 98, c'est pas une équipe qui n'avait pas de problème.
mais elle a su les résoudre. Et puis on peut refaire le parallèle avec celle de je ne sais plus quelle année avec Raymond Domenech où les gars se sont enfermés dans un car. C'est une équipe qui avait des problèmes et qui n'a pas su les résoudre. Quand nous avons préparé la vidéo, tu m'as parlé de deux effets que j'aimerais que tu développes. Si je me souviens bien, c'est l'effet papillon et l'effet Pygmalion. Oui, c'est ça. Ça, c'est une expression que j'aime bien. L'effet, d'abord parce que c'est un petit gimmick de vocabulaire, l'effet Pygmalion et l'effet papillon. Parce que c'est un petit peu les deux effets qui se coulent du coaching. Donc le premier, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, ça repose sur les théories de la systémie. La systémie, c'est imaginer les rouages d'horlogerie d'une montre. La systémie, c'est ça. C'est je fais bouger un des éléments du rouage, ça entraîne un autre, qui en entraîne un autre, etc. Ça, c'est un des premiers effets du coaching, notamment sur les équipes et sur les organisations. On le comprend assez bien si on prend l'image du patron de l'entreprise qui est à la tête de l'entreprise et qui a un comportement qui n'est pas adapté. Si on fait bouger le comportement du patron, il y a des chances que ça se retraduise sur son équipe de direction et que ça diffuse ensuite sur les équipes. Alors il ne faut pas travailler que sur le patron, mais enfin c'est une image pour expliquer un petit peu cet effet papillon. Est-ce que c'est la même chose à titre personnel? Si je change un aspect de ma vision du monde ou de mon comportement, c'est ma vie à moi qui va changer? Absolument, absolument. Alors ça c'est vraiment très spectaculaire parfois, de voir comment en travaillant sur un des aspects de la personnalité qui peut être l'estime de soi par exemple. J'ai une mauvaise estime de moi, je me sens pas bien, je trouve que voilà, en travaillant là-dessus, on va faire changer tout le reste, l'aspect relationnel, l'aspect du travail, l'aspect de la vie privée, etc. Et parfois sur des petits trucs, sur des petites choses, une petite action quotidienne, ça peut être très très efficace. J'ai expérimenté moi-même, c'est pour ça que j'ai cette croyance-là qui est vraiment ancrée du coup, parce que du coup, fruit de ton expérience. Ouais, c'est vraiment le fruit de mon expérience sur moi-même. Et puis donc ça c'est l'effet papillon. Effectivement, tu as raison de dire que ce qui marche sur les individus marche sur les groupes, ce qui marche sur les groupes marche sur les organisations, etc. C'est vrai qu'il y a cette vision. Comme ça, je trouve plus le mot, holomorphique de l'ensemble des organisations. Et puis le deuxième effet, c'est l'effet Pygmalion. Alors l'effet Pygmalion, il est très différent, mais il est que le coach apporte dans la relation, et c'est vrai, la relation interpersonnelle, c'est vrai aussi dans le groupe, un effet modélisant, c'est-à-dire par la tranquillité qu'il apporte, par l'assise qu'il a construite, par sa vision positive, par la posture qu'il s'est construite à lui-même au fil du temps, parce que c'est long de construire ça. Et bien par cette posture, il apporte quelque chose de modélisant pour son interlocuteur ou ses interlocuteurs. Et là, il y a un effet Pygmalion quand on travaille avec une personne même ne serait-ce que sur une séance, et a fortiori sur plusieurs, dans la durée, on amène quelque chose qui est modélisant pour la personne. Donc c'est ça l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion et l'effet papillon, c'est les deux effets principaux du coaching. Quand, toujours en préparant, tu m'as commencé à me parler de la différence que tu faisais entre le coaching et la thérapie, tu as abordé un point qui me semble très important, que je voudrais que tu redéveloppes ici. Si je me souviens bien encore, c'est l'essentiel et l'important, ou l'essentiel et quand tu l'as abordé. Voilà, un des slogans, on pourrait dire, de l'approche de coaching que moi j'ai expérimenté, c'est de mettre l'essentiel au cœur de l'important. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est tous constitués comme une colonne vertébrale qui nous soutient de différents niveaux de sens. Si je pars du niveau le plus simple, c'est ma carte d'identité. Qu'est-ce que j'ai sur ma carte d'identité? J'ai ma nationalité, j'ai mon nom, mon prénom, j'ai mon âge, j'ai le pays auquel j'appartiens, qui sont une première définition de moi. Et puis après, je peux en ajouter plein d'autres. Je peux ajouter ma carte de visite professionnelle, sur laquelle je vais avoir l'entreprise à laquelle j'appartiens. Et ça peut faire du sens de travailler pour telle entreprise, de travailler pour Monsanto, ou de travailler pour TF1, ou de travailler pour qui est-ce que je vais bien pouvoir Colibri ou Pierre Rabhi. Pour Colibri ou Pierre Rabhi, ça n'a pas le même sens, on est d'accord. Donc sur ma carte d'identité, sur ma carte de visite, c'est marqué. Sur ma carte de visite, il est marqué ce que je suis
en termes de poste. Je suis un directeur, je suis un manager, je suis un chef de projet, où je n'ai pas de carte de visite. Ce qui est un autre niveau de sens. Bon, sur ma carte de visite, donc, je vais avoir différents niveaux qui vont être indiqués comme ça. Sur mon CV, je vais mettre d'autres choses, je vais mettre des aspects de ma vie privée. Et là, je rentre déjà un petit peu dans l'intime. J'ai un niveau qui est ce que je vais exprimer sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur mon LinkedIn, etc. Et là, on voit bien qu'on va des niveaux dont on peut parler socialement, professionnellement, etc., qui constituent la partie importante. C'est important ce que je fais professionnellement, c'est important si je suis médecin, si je suis chef de projet dans une entreprise qui a du sens pour moi, etc. Bon, bref. Ça, c'est la partie importante. C'est la partie qui constitue mon activité, finalement, publique et sociale. Et puis, il y a un niveau supérieur qui est le niveau de ce qu'on va appeler l'essentiel. C'est finalement qu'est-ce qui constitue intimement la personne que je suis. C'est-à-dire, alors j'ai l'aspect vie privée qui est un petit peu à la frontière des deux. C'est-à-dire, sur mon CV, par exemple, je vais marquer que je suis marié, que j'ai 3 enfants, mais je ne vais pas forcément marquer que j'ai du goût pour tel type de lecture ou pour tel type de développement personnel. Parce que ça pourrait perturber la lecture qu'ont les gens de moi. Est-ce que ça rejoint un niveau qui serait le sens de ma vie ou ma place dans ce monde ? Tout à fait, c'est-à-dire que si je continue à monter dans les niveaux, je vais avoir des choses de plus en plus intimes, voire secrètes, mais qui sont vraiment constitutives de ce que je suis. Alors donc la vie privée est au niveau intermédiaire. Et puis au-dessus de ça, je vais avoir ma vie psychologique. Est-ce que j'ai un espace thérapeutique, par exemple ? Est-ce que je fais du développement personnel ? Est-ce que j'ai travaillé sur ma personnalité ? Et puis, bon, après, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais si on veut en mettre un autre, il y aurait le niveau de mes croyances. Quel est mon rapport à la mort, par exemple ? Il y aurait le niveau spirituel. Comment je suis relié à quelque chose de plus grand que moi, au divin ou pas. Est-ce que ma croyance est que... voilà. Est-ce que j'appartiens à une communauté religieuse qui partage les mêmes croyances que moi ? Et là, je reviens à quelque chose d'un peu social, c'est-à-dire de dire finalement si je suis catholique, musulman, juif, etc., j'appartiens à une communauté qui partage des croyances qui sont répandues dans le monde. Bref, on voit bien que toute cette partie-là, elle est essentielle dans ce que je suis, comment je me suis construit étant petit, c'est le niveau psychologique, quelles sont mes croyances, mon rapport à la mort, voilà. Et cette partie-là, elle est essentielle et elle vient finalement jouer sur la partie importante. Et il peut y avoir des dissonances entre les deux. Justement, comment le coaching va intervenir entre cette partie essentielle et cette partie importante ? Alors le coaching que je pratique et qui se pratique beaucoup dans le monde professionnel n'intervient pas sur l'essentiel par déontologie. Pour autant, il y a une conscience très importante qui est mise sur le fait que cette partie-là existe et qu'elle est constitutive de la personne. Et le coach ou le manager ou le dirigeant, etc., ne peut travailler lui que sur l'important. Il n'a finalement, oui, déontologiquement, le droit que d'intervenir sur les opérations, ce qui se passe dans son quotidien. Mais si on perd de vue cette dimension essentielle, on perd de vue plus de la moitié de la personne. Et comme l'approche de coaching est une approche qui se veut holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire on prend la personne dans tout ce qu'elle est, et pas uniquement dans un de ses aspects. Là aussi, c'est une différence avec la thérapie qui le prend dans l'aspect psychologique, ou la formation qui le prend dans l'aspect métier. Nous, on considère la personne dans son ensemble. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre, alors ça c'est une expression, mais elle a du sens, de mettre l'essentiel au cœur de l'important. C'est-à-dire de jamais perdre de vue que, quel que soit ce que je vais faire dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, c'est sous-tendu par des choses qui sont plus importantes que l'important, puisqu'elles sont essentielles. On s'approche vers la fin de cet entretien et je voudrais que tu expliques pour des personnes qui se demandent comment ça se passe, comment se déroule un entretien de coaching, comment se déroule plus globalement un accompagnement global dans le temps de coaching. Alors, tout accompagnement global commence par
un entretien préalable et finalement n'est qu'une série d'entretiens. Et chaque entretien va procéder un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que d'abord on offre un espace de tranquillité, de sérénité et un espace de parole. Et la personne va arriver dans le premier entretien avec probablement une question. Bon. Le travail du coach va être de faire parler, de faire émerger, de laisser la personne s'exprimer et élaborer elle-même, déjà pour l'amener, pour l'accompagner vers la vraie question qu'elle se pose. Parce qu'on considère qu'à partir d'une question qui est formulée comme ça, juste quand on a poussé la porte du cabinet ou la porte du bureau, derrière, il y a probablement autre chose qui se passe. Voilà. Et donc, on va essayer d'aller chercher ça. Alors, bon, c'est pas du tout un mode de torture, hein, c'est un mode d'expression libre. C'est de la coopération. C'est de la coopération, c'est de la co-construction. Ouais. Effectivement, merci de me mettre sur cette piste, parce que c'est ça qui, derrière, va faire l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le coach va poser son diagnostic intérieurement et dire « je pense que » cette personne a besoin de tel type d'accompagnement, je fais l'hypothèse que, et donc va proposer ça. Va dire, je sais pas, je pense qu'il faut 1 séance là-dessus, 3 séances là-dessus, et qu'un accompagnement de 6 mois, ça serait utile et bien, etc. C'est-à-dire que contrairement à la thérapie, où on ne définit pas ça au départ, on arrive avec une question, mais la durée n'est pas définie, c'est vrai que l'accompagnement de coaching, on va le définir quand même à un moment donné. Et on va dire, je pense qu'une dizaine de séances. C'est vrai que c'est souvent ça, hein, c'est souvent une dizaine de séances, 6 mois. Et puis après, encore une fois, l'intervention de coaching, elle se passe toujours dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire que le besoin qui va être exprimé dans la séance, on va le prendre en compte, on va poser un diagnostic et proposer un plan d'intervention sur une durée X. On va co-construire, on va se mettre d'accord là-dessus, on va passer un contrat là-dessus ensemble. Ensuite, ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'on vit dans le chaos, la complexité, et on va prendre en compte à chaque séance où on en est. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, quelle est la situation aujourd'hui, et quel est le besoin aujourd'hui, et est-ce qu'on reconstruit quelque chose de nouveau. C'est vraiment une de tes phrases favorites, c'est la seule chose qui est sûre, c'est que rien ne se passera comme prévu. Absolument, la seule chose qui est sûre, c'est que rien ne se passera comme prévu. Quel bénéfice je peux espérer à titre individuel professionnel, individuel personnel, à titre d'équipe ou d'entreprise, d'un accompagnement avec un coach? Alors, finalement, ça c'est aussi un des aspects philosophiques qui sous-tend toute cette démarche, c'est d'accompagner les gens vers l'autonomie. Et alors là, on pourrait faire un sujet là-dessus. Oui. On pourrait faire un sujet là-dessus parce que finalement, le client, le coaché, quand il entreprend sa démarche, il est dans une démarche de dépendance. C'est-à-dire que, comme quand je vais voir un consultant ou même mon boulanger, je suis dépendant de mon boulanger pour avoir du pain. Donc il est dans une démarche de dépendance, c'est-à-dire qu'il vient chercher une solution. Et tout le processus va constituer à l'emmener vers l'interdépendance. Alors l'interdépendance, c'est l'interdépendance de lui vis-à-vis de son environnement. Et ça passe par différentes phases. De contre-dépendance, d'indépendance, etc. Pour arriver à l'interdépendance, ce sont des cycles dans la vie qui se construisent. On est tous à un moment, d'ailleurs on est tous les 4 positions en même temps vis-à-vis vers qui on se tourne. Mais l'idée c'est ça, puisque c'est le sens de la question, vers quoi finalement tout ça tend vers accompagner les gens vers l'autonomie. C'est pour ça qu'il y a une fin au coaching. On n'a pas vocation à être une canne. On est là pour apprendre à pêcher, pas pour donner du poisson. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, le processus que par exemple tu utiliseras avec moi pour me permettre d'aller vers mon autonomie, je vais quelque part l'intégrer et être capable de le réutiliser dans d'autres domaines de ma vie sans avoir besoin de repasser par le coach? Idéalement, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. Philippe, merci pour toutes ces informations que tu nous as transmises. Merci à toi. Je vous invite à rencontrer un coach si vous avez besoin de développer votre autonomie et de vous rendre la vie encore plus belle. À très bientôt. Au revoir.